C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous allons commencer cette revue de la presse par une page électorale importante, comme si à 28 jours des élections du 17 septembre, la campagne électorale estivale sortait ce matin un tout petit peu de sa torpeur. Et l'une des informations qui donne un petit coup de fouet à cette campagne, ce sont les révélations faites hier soir par la chaîne 12 et son analyste politique Amit Segal. Celui-ci rappelle, à image à l'appui, qu'Avigdor Lieberman n'a pas été toujours autant hostile aux orthodoxes qu'il prétend l'être. Il suffit de remonter à 2013 lorsque Lieberman faisait campagne à l'époque pour son candidat à la mairie de Jérusalem, Moshe Leon, qui était également le candidat de Chasse. À l'époque, Moshe Leon n'avait pas été élu, ce qui ne s'est pas passé l'année dernière puisque Moshe Leon est désormais le maire de Jérusalem depuis un an. Il y avait à l'époque une étroite collaboration entre le parti Chasse d'Aryeh Deri et le parti Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Dans le cadre de cette campagne, à l'époque, Lieberman, l'ultra-laïque libéral, était allé rencontrer le défunt Rav Shmuel Auerbach, qui était le chef de file de l'une des branches les plus radicales du monde orthodoxe et l'un des rabbins les plus farouchement opposés à l'enrôlement des élèves des yeshivot. Les images montrées hier soir sur la chaîne 12 sont plutôt accablantes ou embarrassantes, au moins pour Avigdor Lieberman. On y voit Lieberman avec le Rav Auerbach et Lieberman critique ouvertement aux oreilles du Rav Auerbach la Gay Pride de Jérusalem et promet qu'il œuvrera pour l'arrêt de ces parades. Ensuite, la caméra s'arrête peu après que le Rav Auerbach demande à Lieberman de ne pas enrôler les élèves des yeshivot et de modifier cette fameuse loi. On ne connaît pas donc la réponse de Lieberman à cette demande autour de la loi, mais il faut rappeler que c'est cette même loi que Lieberman a refusé de modifier d'un iota et qui a provoqué la dissolution de la Knesset, de la 21e Knesset et la tenue des élections anticipées. Ces révélations, surtout quant aux propos de Lieberman contre la Gay Pride, ont provoqué hier soir de très vives réactions. Le camp démocrate, dont le leader Nitzan Horowitz est lui-même homosexuel, avoué, a déclaré: Lieberman est un homophobe qui n'a jamais été dans le en faveur des laïcs qui n'a jamais été dans le camp des laïcs ou des LGBT. Le ministre de la Justice Amir Ohana, également homosexuel, s'en est pris lui aussi à Lieberman. Ce soi-disant nouveau libéral est en fait un vieux homophobe, a déclaré le ministre Likoud. Même critique au Parti travailliste, comme cela, le nouveau partenaire de Benny Gantz affirme clairement qu'il est contre les Gay Pride, affirme Amir Peretz. En votant travailliste, nous éviterons ce scénario terrible d'un gouvernement Gantz-Lieberman. Les réactions de Lieberman lui-même, ce ne sont que de vieux colportages et celui qui les publie sait qu'il n'a pas la possibilité d'arrêter la formation d'un gouvernement national libéral large sans les orthodoxes d'une part et sans les messianiques de l'autre, dixit donc Avigdor Lieberman. Le Israël Hayom, lui, a décidé de s'en prendre à Lieberman en première page, mais plus spécifiquement pour critiquer sa décision de conclure un accord de répartition des surplus des voix avec le parti bleu-blanc. Lieberman a parlé d'accord technique, mais à droite, on affirme que cet accord est la confirmation évidente que Lieberman a basculé à gauche. La volte-face de Lieberman, titre donc le quotidien gratuit ce matin, et dans son éditorial, Amnon Lord rappelle à cette occasion qu'il y a quelques mois avant les élections, Lieberman avait affirmé que Gantz ne pouvait pas être un partenaire parce qu'il n'avait pas su gérer comme il le fallait l'opération bordure protectrice en 2014 alors qu'il était chef d'état-major et parce qu'il n'avait pas la moindre expérience politique. Autre titre qui cette fois ne se rapporte pas à Lieberman, la manchette du Yediot Aharonot. Elle est consacrée à l'affaire de la top au sein du parti bleu-blanc. Selon le Yediot Aharonot, le rapport commandé secrètement par Benny Gantz à propos de cette top pointe un doigt accusateur en direction d'un des députés du parti Yesh Atid, le parti de base de Yair Lapid, qui aurait apparemment récolté des informations personnelles contre Benny Gantz. Du côté de Bleu-Blanc, on dément formellement ces révélations. Par ailleurs, le Yediot Aharonot affirme que c'est celui qui a été le chauffeur d'Ayelet Shaked, un certain Eliashiv Amitsour, qui aurait fait aux dirigeants du Likoud ces fameuses propositions visant à promouvoir le retour de Shaked à l'intérieur ou à la tête même du grand parti de droite, par exemple en affirmant que Shaked maîtrisait le conseiller juridique du gouvernement Mendelblit et était capable de le faire renoncer à poursuivre M. Netanyahou devant la justice. Shaked a réagi en affirmant qu'elle n'était pas au courant de la démarche de son chauffeur, si c'était bien lui qui était mis dans le collimateur. Voilà donc pour cette page d'actualité électorale ce matin dans la presse israélienne. Et on peut
tout de même, pour clore le chapitre électoral, citons également le Maariv, avec des dirigeants d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman et d'autres dirigeants qui ont décidé de déposer une plainte contre les publications d'une information selon laquelle le parti de Lieberman prônait l'arrêt de la Brit Mila, de la circoncision. Il s'agit d'une fake news, dit-on très fermement à Israël Beiteinu. Voilà, donc là, c'est la fin donc de cette page électorale dans cette revue de la presse. Et dans la presse israélienne, eh bien, on peut trouver d'autres titres importants, comme celui du Haaretz, sous la plume d'Amos Harel, qui nous livre une analyse relativement pessimiste sur la situation sécuritaire en Judée et en Samarie. Selon les estimations d'experts israéliens, l'autorité palestinienne, qui on le sait traverse une crise économique particulièrement aiguë, menace de transformer cette crise en une crise sécuritaire. Et l'on insiste sur la multiplication d'attentats au cours des dernières semaines, constatés en particulier en Judée et en Samarie, mais également plus spécifiquement dans la région du Gush Etzion, comme celui qui a coûté la vie à Dvir Sorek Zichrono Livracha il y a 2 semaines. Selon Amos Harel, le spécialiste militaire du Haaretz, il faut s'attendre à une explosion de violence dans ces régions. Le Yediot Aharonot se fait l'écho dans ses pages intérieures d'une nouvelle possible attaque israélienne contre une base militaire, apparemment pro-iranienne, au nord de Bagdad, en Irak. Les journaux et les sites d'information affirment que des hangars renfermant du matériel militaire auraient été détruits par des explosions. Il s'agit d'un hangar apparemment qui renfermerait une 50aine de missiles iraniens remis à cette milice qui ont donc été détruits. Côté israélien, pas de réaction bien évidemment. Et même si hier, alors qu'il était encore à Kiev, Binyamin Netanyahu a sous-entendu que Tsahal se lançait actuellement vers de nouveaux défis sécuritaires, a dit le Premier ministre. Le Israël Hayom parle du plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient. Selon Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal Israël a fait passer aux Américains un message très clair sur les lignes rouges qu'ils ne pourraient pas dépasser dans le cadre de la mise en application de ce plan de Donald Trump. Et l'une des lignes rouges sera l'évacuation du moindre habitant d'une localité juive en Judée-Samarie. Cela ne sera pas toléré par le gouvernement de Netanyahou. Et puis, les quotidiens, en particulier les sites d'information orthodoxes, mentionnent en évidence le très inhabituel décret publié hier par le grand rabbin d'Israël Ashkenaz, le Rav David Low. Le Rav Low a en effet décidé d'empêcher la tenue d'obsèques d'une femme dont le fils refuse de donner le guet, le divorce à sa femme depuis 10 ans. Ce fils s'est lui-même remarié à l'étranger. Jusqu'à présent, il se refusait donc à signer le divorce et à libérer sa femme. Le Rav Low a donc interdit formellement la tenue des obsèques de la mère de cet homme-là, tant qu'il n'aura pas accepté officiellement de donner le guet à sa femme. La décision a porté ses fruits. Au bout de quelques heures, le fils a accepté de libérer sa première femme. Il faut préciser que le Rav Low a reçu le soutien du grand décisionnaire du monde orthodoxe, le Rav Chaim Kanievski. Par contre, et de manière tout à fait inattendue et paradoxale, les critiques contre la décision du Rav Low sont venues hier d'organisations qui luttent justement contre les réfractaires, ces réfractaires qui refusent de donner le guet à leur épouse. La solution du Rav Low n'est pas honorable, on ne retarde pas des obsèques, ont déclaré certains de ces responsables qui prônent une réforme de la halakha permettant à la femme d'être très vite et très facilement libérée de son emprisonnement, entre guillemets, moral en tant qu'aguna, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être libéré pour l'instant parce que son mari refuse de lui accorder le divorce. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita.